Initialement, l'épisode d'aujourd'hui devait porter sur les lombaires ou sur le bas du dos parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de gens. C'est une partie du corps qui dérange ou qui est sensible pour beaucoup de personnes aussi. Puis, dans mes lectures sur différents sujets, je suis tombée sur une phrase qui parlait du psoas, puis qui incluait le psoas dans les lombaires. J'ai pris ça comme une très belle occasion de changer un peu le thème de l'épisode d'aujourd'hui et de vous parler, à la place de vous parler des lombaires et du bas du dos en général, de vous parler uniquement du psoas. C'est un muscle que je trouve très mystérieux, un muscle pour lequel j'ai l'impression de ne saisir que la pointe de l'iceberg de l'importance. L'importance dans notre corps physique, mais aussi à d'autres plans plus émotifs ou vitaux, je dirais. Je suis Camille Proulx, une femme passionnée et une professeure de yoga. Vous écoutez le podcast Des pieds à la tête et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous parler du muscle de l'âme qu'on appelle aussi le psoas. Je vais vous parler un peu de son anatomie. C'est pas un muscle qu'on connaît nécessairement, donc je vais vous dire un peu où il s'attache et tout ça. Je vais vous mentionner quelques-unes de ses fonctions. Je suis certaine que je vais en oublier. J'ai vraiment l'impression que c'est un muscle qui porte notre âme, comme son surnom le dit parfois. Je vais aussi vous mentionner qu'est-ce qui arrive quand on a un psoas qui est trop tendu, puis qu'est-ce qui fait aussi qu'on peut avoir un psoas trop tendu. Puis finalement, je vais terminer l'épisode d'aujourd'hui en vous donnant des exercices pour vous aider à le détendre, puis éventuellement aussi à l'étirer. Le psoas, c'est un muscle qu'on définit souvent avec l'iliaque. Même des fois, on va dire l'iliopsoas. Ça, c'est quand on regroupe les deux. Puis c'est un muscle aussi qu'on peut définir comme le grand psoas et le petit psoas. Mais le petit, il n'existe pas chez tout le monde, puis c'est plus comme un restant archaïque, je dirais, de notre évolution. Alors aujourd'hui, pour que ça soit clair, là, je vous parle uniquement du psoas majeur, qui est le grand psoas. C'est un muscle qui s'attache dans les dernières vertèbres de notre colonne. Donc, on parle plus spécifiquement là, des vertèbres T12, qui est la dernière vertèbre où on a des côtes d'attacher, jusqu'à la L5. Donc ça veut dire qu'il s'attache sur toutes les vertèbres lombaires, les 5 vertèbres lombaires. Il descend vers la jambe, traverse le bassin, puis s'en va s'attacher sur le fémur, qui est l'os de la cuisse, à un repère qu'on nomme le petit trochanter. Et donc ça, c'est à l'intérieur, quand même très haut dans notre cuisse. Ce qui est important là, de se rappeler quand on pense à l'anatomie du psoas, c'est se rappeler qu'il traverse vraiment plusieurs articulations. Il y a toutes les lombaires, mais aussi il traverse le bassin, puis il dépasse aussi l'articulation de la hanche. C'est un muscle qui est profond. C'est pas facile d'aller masser ce muscle-là, par exemple, parce qu'il est vraiment, à un certain moment, il est dans notre bassin, il est caché autour de notre colonne vertébrale aussi. À cause de sa position et parce que aussi c'est un muscle qui relie le tronc, la colonne vertébrale avec les jambes, c'est un muscle qui influence plusieurs de nos grands systèmes. Donc, quand je dis grand système, là, c'est le système squelettique, le système respiratoire, le système digestif, donc avec un effet sur nos organes, et aussi le système nerveux. Puis ça, je vais vous dire un peu plus tard pourquoi. Avec autant d'influence sur tous ces systèmes-là, on peut s'imaginer facilement que le psoas joue plusieurs rôles. Sur le plan strictement biomécanique, comme c'est un muscle qui relie notre colonne vertébrale avec nos jambes, il va souvent être décrit comme un fléchisseur de la hanche. C'est lui qui va nous aider à se recroqueviller, soit en petite boule ou en position fétale. C'est un muscle qui va être impliqué quand on va marcher, comme quand on fait le mouvement de lever la jambe, justement.
Puis, je dis un muscle, mais en fait, il y en a un de chaque côté de la colonne vertébrale, donc un à droite, un à gauche. Et ça fait qu'on peut aussi le contracter seulement d'un côté ou seulement de l'autre. C'est aussi un muscle qui va réagir aux différentes tensions dans notre corps pour garder les yeux à la même hauteur. Donc, œil droit, œil gauche à la même hauteur pour qu'on puisse recevoir adéquatement les informations de notre environnement et évoluer dans cet environnement-là. Donc, si mon cou est trop tendu d'un côté, par exemple, puis que ça l'amène mon œil droit à descendre plus bas que le gauche, le corps, il va vouloir réajuster ça pour retrouver l'équilibre. Et à ce moment-là, le psoas pourrait être impliqué. Puis créer une contraction seulement d'un côté pour essayer de ramener les yeux un petit peu plus balancés. C'est un muscle aussi qu'on va voir des fois contracter s'il y a une jambe qui est plus courte que l'autre. Donc, il joue un peu cette espèce de jeu-là de rééquilibrer les hauteurs ou les tensions dans notre corps. Puis on peut le voir un peu, sur une belle image pour le décrire, c'est de prendre l'image d'un chapiteau. Dans un chapiteau comme de cirque, par exemple, le mât serait notre colonne vertébrale, la toile serait notre peau, puis les cordes qui tiennent le mât du chapiteau, ce sont comme les muscles psoas. Donc les tensions dans ces cordes-là font en sorte que le chapiteau se tient droit ou qu'il s'incline un peu plus d'un côté ou un peu plus de l'autre. Une des autres fonctions importantes du psoas que je veux absolument mentionner aujourd'hui, c'est que c'est un des premiers muscles qui est impliqué dans notre réaction de peur. La réaction de peur, c'est vraiment quelque chose de vital, puis c'est absolument normal de sentir ça pour différents éléments de notre vie. Fait que si il nous arrive quelque chose en voiture, on a peur de faire un accident, il y a tout un mécanisme de stress, de peur qui s'enclenche et dans ce mécanisme-là, le psoas va se contracter. C'est pour ça que des fois, quand on pense à la peur ou quand on a peur, quand on écoute un film, par exemple, on va sentir une contraction ou on va sentir l'envie de ramener les genoux vers le ventre. Fait que le psoas, il fait cette action-là puis il nous ramène un peu plus dans une position de protection. La peur, c'est un instinct vraiment fort qui a la possibilité de nous immobiliser. On parle souvent là, dans la réaction de peur du fight or flight, donc quand il y a un événement stressant qui arrive, que soit on va répondre en combattant, si on est face à un lion par exemple, on pourrait répondre en combattant au lion ou en flight, en s'enfuyant du lion. Mais il y a aussi une troisième réaction possible qui est celle du freeze ou finalement de la paralysie, d'être paralysé par la peur. Et dans chacune de ces réactions-là, la fuite, le combat ou l'arrêt, le psoas est impliqué. Donc dans la fuite, il va nous aider à courir avec nos jambes. Dans le combat, il va nous aider à bondir vers le danger, vers l'adversaire. Puis dans le freeze, le psoas va se contracter et maintenir une position un peu plus immobile. Ça peut influencer la façon dont on adresse le psoas dans le yoga, surtout dans un contexte qui se veut plus thérapeutique. Je vous en dirai pas plus pour l'instant, mais je vais vous donner quand même à la fin de l'épisode des exercices faciles à appliquer pour aller relâcher le psoas. La peur, le stress, ça peut être des raisons pour lesquelles le psoas se contracte à répétition, puis peut-être développe l'habitude d'être un peu plus contracté. Il peut avoir aussi cette idée d'ajustement. Fait que si on a une scoliose fonctionnelle, par exemple, le psoas peut aussi être plus contracté d'un côté et de l'autre. Mais une autre activité qu'on fait tous et toutes quand même, je dirais, quotidiennement, qui est celle d'être en posture assise, cette activité-là aussi, elle a de grandes influences sur le psoas. Puis notre corps, comme il est en constante adaptation, il s'adapte à nos activités, il s'adapte aux choses qu'on fait, qu'on passe le plus de temps à faire. Et donc, ça se peut qu'il soit rendu plus court ou du moins plus tonique à force d'être constamment ou régulièrement en posture assise. Puis, un psoas qui est trop court ou qui est trop contracté, il peut amener une panoplie de problèmes
ou contribuer à ces problèmes-là. Fait qu'il ne sera pas toujours le premier responsable, mais ça se peut qu'il soit impliqué. Donc, on pourrait avoir des douleurs au bas du dos. On peut avoir justement la scoliose fonctionnelle qui peut être créée par le fait que le psoas est trop contracté, mais créé et maintenu. On peut avoir aussi des dysfonctions au niveau du plancher pelvien parce que le psoas, il passe dans le bassin. Puis, parmi ces dysfonctions-là, ou en lien avec ces dysfonctions-là, il peut aussi y avoir des difficultés avec la grossesse ou l'accouchement. Donc, si on garde le psoas dans un état musculaire qui est sain, on va favoriser une grossesse et un accouchement qui est sain, par exemple. Le psoas peut aussi jouer sur la lordose, donc la courbe des lombaires, puis l'influencer en certains points ou l'empirer, si on veut, en certains points. Puis finalement, parce qu'il est relié à la peur aussi, un état de tension qui est constant ou répété dans le psoas, il peut être expérimenté comme de l'anxiété aussi. Bon, depuis tantôt, je vous parle de problèmes qui peuvent être liés au psoas et un peu des rôles qu'il peut jouer par rapport à notre peur. Et tout ça, on peut s'en servir si on veut adresser un peu ces problèmes-là. On peut se servir du psoas, essayer d'aller le relâcher. Fait qu'en massothérapie ou en yoga, un grand principe qui est important, c'est que relâcher, c'est pas la même chose qu'étirer. Puis relâcher, c'est la première étape par laquelle on veut passer si on veut ramener un état plus sain, plus détendu dans un muscle. Donc, c'est entre autres ça qu'on va prioriser avec le psoas parce que c'est souvent un lieu où il y a des tensions qui s'accumulent. On va pas tant que ça prioriser en fait le renforcement. Fait qu'on veut passer relâcher, puis après ça, étirer. Si vous voulez être certaine de pas trop travailler le psoas, faut prendre en considération qu'on va aller le solliciter dans des postures comme Navasana, qui est la posture du bateau. C'est possible dans cette posture-là d'engager un petit peu plus les cuisses, mais le psoas y embarque vraiment facilement. Donc, ça peut être intéressant d'essayer de travailler la posture différemment ou peut-être de l'éviter si on cherche à ne pas trop stimuler notre psoas. Ensuite, il faut aussi bien choisir nos exercices d'abdominaux parce qu'il y a souvent une portion dans l'exercice quand on essaie de, mettons dans un redressement assis, quand on essaie de soulever trop loin ou dans un leg lift, c'est le genre de posture aussi qui vont solliciter le psoas. C'est pas nécessairement mauvais, il y a moyen aussi de le faire en essayant d'aller moins dans cette partie-là de l'exercice, mais si vous voulez travailler à plus le relâcher, c'est un peu contre-productif d'aller jouer dans ce genre de posture-là. On peut en cibler d'autres si on veut adresser les quadriceps ou les abdominaux, par exemple. Donc, un premier exercice de relâchement qu'on va faire, c'est un relâchement passif. Je vous mets dans la description du podcast un lien vers des petits exercices, puis vous allez avoir des photos pour vous aider à mieux comprendre celui-là. Mais en gros, on va s'allonger sur le dos, mettre quelque chose en dessous de la tête pour que le système nerveux se sente bien. Donc, un oreiller, une couverture qui vient bien nous supporter au niveau de la tête et nous donner envie de relaxer. On va appuyer les mollets ou les pieds sur une chaise où on a de l'espace là, pour faire dépasser les pieds, ou encore un meuble. Moi, j'ai une table basse à la maison qui marche bien pour ça, où il y a certains sofas aussi qui peuvent bien marcher. Quand on se dépose comme ça, on veut avoir le sentiment que le corps est détendu. On a les genoux proches de la chaise, proches du meuble, mais on ne se sent pas coincé. Les mollets se déposent naturellement, on ne les sent pas décollés de la chaise. Dans cette posture-là, on va rester quelques minutes, je dirais 3 minutes. Puis après 3 minutes, on peut même demander à quelqu'un de venir rajouter du poids ou même de s'asseoir sur nos jambes si on sait qu'on n'a pas de problème de santé à ce niveau-là, que ça ne fera pas de problème. Et ce poids-là qu'on rajoute sur les jambes, il va inviter encore plus de relâchement, encore plus de relaxation dans le bassin et notamment au niveau du psoas. Un autre exercice que j'aime beaucoup faire pour aider le relâchement du psoas, puis ça l'aide aussi à relâcher les quadriceps, mais c'est vraiment en lien avec le
le système nerveux plus que le système musculaire, c'est de m'asseoir sur une chaise avec le dos de la chaise appuyé contre un mur. Puis on voudrait aussi être bien appuyé dans le dos puis avoir les pieds qui sont capables de toucher par terre. Si les pieds ne touchent pas par terre, on peut mettre des livres ou on peut mettre des blocs sous les pieds. Dans cette position-là, on va venir mettre les mains sur les cuisses le plus haut possible dans les cuisses, et assez proche du ventre, assez proche du bassin. Puis en inspirant, on va garder les jambes, le dos, les mains détendues. Et à l'expire par le nez, on va venir se caler un peu plus dans la chaise, caler un peu plus les mains sur les cuisses et on va envoyer le message à notre corps de s'enraciner un peu plus. Puis on peut répéter ça 10 ou voire 30 fois, donc plusieurs respirations, puis juste observer l'effet que ça a sur notre corps en général ou si on veut observer un peu plus profondément l'effet sur le bas du dos ou sur l'intérieur des cuisses. Une fois qu'on a relâché le psoas, là, ça pourrait être le moment de venir l'étirer. Pour l'étirer, on va se positionner dans un lunge. Le psoas, il va être étiré par la jambe qui est derrière, donc celle qui est étirée vers l'arrière. Si je récapitule notre épisode d'aujourd'hui, le psoas, c'est un muscle qui a des actions biomécaniques importantes, mais qui, par son emplacement vraiment profond dans notre abdomen, va aussi aller influencer le système nerveux et des organes. Il va nous aider à balancer notre corps de manière, je dirais, générale. Je termine sur une petite note un peu personnelle. Je suis certaine que, comme moi, ça vous est déjà arrivé de vivre des émotions très fortes, soit avoir peur que quelque chose se passe, puis être stressé, vivre le stress après cette grande peur-là, ou se fâcher avec quelqu'un qu'on aime aussi, ou se fâcher contre une injustice de la vie. Et dans ces moments-là, je remarque vraiment souvent que mon psoas se tend et se contracte. Puis, j'essaie d'utiliser ça comme un ancrage pour me ramener à ce que je ressens. Ressentir la contraction, ressentir la réaction de peur et de fermeture de mon corps dans ces moments-là. Ça m'aide à faire de la place un peu plus à ce que je vis. Donc, ça m'aide à reconnaître que je suis en train de vivre ça, puis à laisser à mon corps l'espace dont il a besoin pour vivre ce mécanisme-là. Donc, je pense pas que ça serait une bonne chose de m'empêcher de le vivre ou de le provoquer plus, mais juste de laisser le muscle se contracter ou de laisser même le corps trembler s'il a besoin de le faire. Dans mon expérience à moi, ça m'aide à passer plus facilement au travers de ces moments-là. Je trouve comme ça, ces moments-là durent le temps qu'ils ont à durer. Puis quand c'est terminé, le corps a eu le temps d'exprimer, puis il n'y a rien emmagasiné, il n'y a pas de rancœur par rapport à ce qui s'est passé, c'est sorti, ça a été exprimé.